Donc, on le sait, au gouvernement, vous êtes finalement une des rares figures de ce gouvernement à assumer, vous l'avez dit dès votre prise de fonction, d'être un homme de droite. Vous êtes, vous le dites, vous le revendiquez. Et par ailleurs, vous dites que vous êtes effectivement très heureux au sein de ce gouvernement, d'où notre questionnement sur, finalement, est-ce que vous ne menez pas la politique que vous avez toujours défendue. Nous, on voulait se poser une question sur précisément cette offre politique. C'est-à-dire qu'on sait que l'extrême droite se nourrit en règle générale de la crise démocratique. En mélangeant, comme vous le faites, la gauche, la droite, en tout cas comme le fait Emmanuel Macron, vous créez de fait un espace politique assez important qui fait que l'espace est large entre vos oppositions. La question, c'est est-ce que cet espace politique, cette offre politique, finalement, ce n'est pas aussi un risque d'extrémiser les extrêmes, voire de les renforcer? C'est une curieuse façon de présenter le sujet. Parce que si il suffisait de croire à cette alternance mécanique entre une droite qui serait de droite, une gauche qui serait de gauche, et de surtout pas faire ce qu'on est en train de faire pour éviter la progression des extrêmes, bah ça se serait vu, ça se saurait. Or, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. C'est que depuis une bonne trentaine d'années, probablement un peu plus, on a assisté à des alternances de majorité qui ne me viendraient pas à l'esprit de critiquer en termes de conviction ou de sincérité, qui s'affirmaient à droite, puis qui s'affirmaient à gauche, puis qui s'affirmaient à droite, puis qui s'affirmaient à gauche, puis qui expliquaient que ce qui avait été fait avant, c'était évidemment pas bien, et qui le défaisaient dans la plupart du temps. Et puis ce jeu d'alternance, il a conduit à quoi? Il a conduit à ce que vous avez indiqué tout à l'heure, un séisme. Un séisme qui n'était pas le séisme politique simplement pour ma famille, qui était un séisme politique pour le pays, puisqu'au premier tour de l'élection présidentielle, en avril 2017, et le parti qui avait incarné la droite et avait placé ses candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle systématiquement depuis 1981, et le parti qui avait incarné la gauche, le Parti socialiste, qui avait placé ses candidats, à l'exception de 2002, systématiquement au deuxième tour de l'élection présidentielle, se trouvaient exclus du deuxième tour de l'élection présidentielle. Autrement dit, les deux grands partis politiques qui avaient structuré le débat dans notre pays depuis que moi je m'intéresse à la vie politique, j'ai commencé tôt parce que j'ai toujours aimé ça, mais enfin, depuis le milieu des années 70 ou la fin des années 70, se sont trouvés écartés, pas par une décision divine ou imposée, par les électeurs. Et sèchement écartés, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Bah, on peut faire comme si c'était un accident de l'histoire, comme si de façon curieuse la rivière était sortie de son lit mais que de toute façon elle avait vocation à y revenir, ou on peut se demander si ça ne veut pas dire quelque chose d'un peu plus profond. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que vous posez votre question en termes un peu curieux, parce que je ne crois pas que ce que nous faisions soit la cause d'une montée demain des extrêmes. Je pense que c'est la réponse à une crise politique très forte, et que nous voulons justement mettre en place des mécanismes de transformation du pays qui évitent de basculer dans les extrêmes. Voilà, c'est comme ça que je présente les choses, parce que c'est comme ça que je les ai vécues, c'est comme ça qu'elles s'enchaînent. Mais de fait cet espace politique large, vous en êtes pleinement conscient, et on le voit aujourd'hui d'un côté avec la France insoumise, de l'autre avec ce que sera les Républicains demain, c'est-à-dire incarnés par Laurent Wauquiez certainement, c'est-à-dire deux oppositions qui sont franchement marquées. D'où ma question sur l'extrémisation des extrêmes. Bah oui, on avait pris l'habitude en politique française de se renvoyer la balle d'un côté et de l'autre de l'hémicycle, à la droite tapant sur la gauche et la gauche tapant sur la droite, les extrêmes n'étant pas présents, et le centre constituant, avec tout le respect et l'amitié que je peux lui porter, souvent la variable d'ajustement. C'est autre chose qui s'est passé à partir de 2017, parce qu'un président de la République a été élu avec une volonté, je dirais pas de rupture, mais de renouvellement, je pourrais dire de rupture d'ailleurs, simplement j'hésite sur le terme, parce qu'il avait été déjà utilisé en 2007 et il ne m'avait pas paru être véritablement mis en œuvre en 2007. Vous parlez de Sarkozy. Je parlais du président Sarkozy. Mais avec une volonté de transformer les choses, assumer, avec justement d'ailleurs une capacité à assumer un discours et aujourd'hui des actes assez remarquables, avec l'idée de dire
il y a un socle commun et au fond des clivages nouveaux qui apparaissent dans le débat public. Ça offre la possibilité de recomposer avec des gens qui viennent d'un parcours caractérisé par la gauche, d'autres qui viennent d'un parcours caractérisé par la droite, mais qui peuvent s'entendre pour essayer de transformer le pays. Et ce bloc, qui est un bloc central et qui est un bloc puissant, qui a été validé au moment de l'élection législative au mois de juin, ce bloc, il a évidemment des oppositions. Il n'a pas une opposition, il a des oppositions. Et il a des oppositions qui sont d'ailleurs variées. Vous les résumez, pardon de dire comme ça, mais vous les résumez à la France insoumise à gauche et aux Républicains à droite. La vérité, c'est que les oppositions sont beaucoup plus éclatées que ce que vous indiquez. Peut-être la France insoumise est-elle plus sonore et plus incarnée comme opposition. Mais enfin, les communistes, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient bien dans l'opposition. La nouvelle gauche, qui rassemble ceux qui sont encore membres, je crois, pour l'essentiel du Parti socialiste, mais qui n'ont pas envie de revendiquer l'héritage, elle est dans l'opposition. Puis vous avez à droite les constructifs, qui sont dans une attitude parfois très critique et parfois bienveillante, les Républicains, et puis le Front National, qui n'a pas le nombre de parlementaires lui permettant de constituer un groupe, mais qui est présent à l'Assemblée nationale, beaucoup plus présent qu'il ne l'était lors du dernier quinquennat, et qui trouve un écho dans la population française qui serait complètement déraisonnable de négliger ou de mésestimer, parce que Marine Le Pen a été la candidate qui est arrivée au deuxième tour face à Emmanuel Macron, et parce que durablement, les idées à l'extrême droite, et en tout cas portées par le Front National, trouvent dans la population française un écho qu'il faut avoir en tête. Donc, des oppositions qui parfois se conjuguent, qui parfois se retrouvent, qui se retrouvent beaucoup dans la critique, évidemment rarement dans la proposition. C'est une situation nouvelle. On voit bien qu'on est dans une situation qui n'a pas de précédent sous la Ve République. C'est d'ailleurs assez passionnant d'une certaine façon, parce que toute la grammaire que nous avons appris sur le tas, en regardant, en constatant, parfois en participant, toute cette grammaire, elle n'est plus véritablement opérante pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer qu'un Premier ministre qui assume parfaitement le fait d'avoir été le premier directeur général de l'UMP et d'avoir contribué à créer ce parti avec Alain Juppé, qui assume parfaitement d'avoir été membre de ce qui est devenu les Républicains depuis sa création, de 2002 à 2017, qui assume parfaitement d'avoir été porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires et d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte qu'Alain Juppé remporte cette primaire, ce que je n'ai pas réussi à faire, puisse, dans un gouvernement, travailler en bonne intelligence avec des ministres qui ont été des parlementaires socialistes, qui étaient de l'autre côté de l'hémicycle il y a 5 ans. Je pense à Stéphane Travert, je pense à Christophe Castaner. Ils étaient dans la majorité et j'étaient dans l'opposition. Ils étaient des barons socialistes ou des apprentis barons socialistes. Oui, je ne sais pas si on peut dire que c'était des barons, mais enfin c'était des parlementaires qui étaient engagés et qui ont considéré que justement le moment que nous vivions permettait d'envisager une action assumée au service de la transformation du pays. Moi, je trouve ça plutôt réjouissant, je vais vous dire. Je trouve que essayer ça à un moment de notre histoire politique où, de tous côtés, le sentiment d'incapacité à transformer le pays s'imposait et qu'une forme de renoncement un peu lâche s'installait, moi, je pense que c'est une bonne chose et je l'assume très volontiers. Sur Christophe Castaner, justement, rapidement, on sait depuis un mois maintenant qu'il a été choisi pour prendre la tête de La République En Marche. Il a finalement été élu seul candidat à la présidence du parti samedi dernier. On peut imaginer étant au fait de ces informations depuis un mois, l'idée d'un remaniement était assez claire. Or, ça fait quelques jours et on ne voit rien venir. Mais au-delà de tout ça, il y a une question qui se pose encore sur Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Va-t-il ou non rester au gouvernement? Toutes ces histoires-là, c'est-à-dire poste, place, cumul des mandats, est-ce que c'est vraiment une nouvelle offre politique? D'abord, et pardon de vous le dire, peut-être que je vous le redirai quelques fois dans la soirée, la question que vous posez ne m'est posée, et ne m'est posée
que par des journalistes politiques ou par, le cas échéant, des membres de l'opposition qui essaient d'en faire un sujet. Mais vraiment, je vous le dis parce que c'est vrai, il se trouve que on est mercredi aujourd'hui. Hier, nous étions mardi, j'ai fait un Facebook Live, j'ai dû recevoir 390 questions, je n'ai pas pu traiter toutes les questions, il n'y en avait pas une qui portait là-dessus. C'est intéressant. Je pense que vraiment, cette question-là fascine, enfin intéresse, je ne suis pas sûr qu'elle fascine, je ne crois pas qu'elle vous fascine. Disons qu'elle vous intéresse. Chef de parti et je pense qu'elle gouvernement. passionne peut-être un tout petit monde, je ne crois pas du tout que ce soit une question au centre de l'attention des Français. Mais vous la posez, je vais y répondre. Deuxième chose, je suis là aussi un peu confus, mais je ne crois pas que les impatiences des journalistes et des médias déterminent les urgences du gouvernement. Et je ne crois pas qu'il y ait une urgence à annoncer la teneur du remaniement qui viendra, puisque nous avions dit qu'il viendrait. En vérité, disons-nous les choses, il n'y a aucune urgence. Pourquoi se presser? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que ce soit demain ou maintenant dans une heure plutôt que... On peut tout à fait prendre le temps. On peut tout à fait prendre le temps et choisir le moment, tranquillement, où on annonce un certain nombre de changements dans l'équipe gouvernementale, parce qu'il y en aura, nous l'avons dit. Pour terminer juste cette première séquence... Pardon, je termine, parce que je m'en voudrais de ne pas avoir répondu, de ne pas répondre à Mme Salvi. Est-ce que le délégué général d'un parti, celui qui a vocation à diriger ce parti, peut être membre d'un gouvernement? La réponse est évidemment oui. François Bayrou, en mai, était garde des Sceaux, et président du MoDem. J'ai indiqué tout à l'heure à l'Assemblée nationale, en réponse à une question posée par Christian Jacob, qui dénonçait le fait que, le cas échéant, un responsable de parti politique puisse être secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Je lui ai dit qu'il avait été en 2006 le ministre d'un gouvernement dans lequel le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, celui en charge de l'ordre public, du renseignement intérieur, accessoirement de la distribution d'un certain nombre de subventions, était le président du parti dont j'étais membre à l'époque, Nicolas Sarkozy. Ce qui, manifestement, en 2006, n'a posé aucun problème à Christian Jacob, qui n'a pas démissionné tellement c'était une atteinte profonde à la démocratie. Je me suis permis de le lui dire dans l'Assemblée, avec un peu de distance, parce que je pense encore que ces sujets sont vraiment de la toute petite politique. La seule question qu'on se pose lorsqu'on fait des propositions au président de la République sur la composition d'un gouvernement, c'est est-ce que c'est conforme à ce que nous avons indiqué s'agissant de ce que nous voulions faire d'une équipe gouvernementale. Et pardon, Monsieur Plenel, mais pour répondre à l'introduction que vous avez faite, quand nous avons constitué le gouvernement avec le président de la République, quand je lui ai proposé une équipe gouvernementale, j'ai tenu à ce que cette équipe soit caractérisée par des équilibres. Des équilibres politiques d'abord, avec des gens qui venaient de la gauche, du centre, de la droite, et des gens qui n'avaient aucun engagement militant ou partisan, puisque la moitié du gouvernement était composée de gens dont la légitimité n'était pas issue d'un engagement politique partisan. Ce que on a pris coutume parfois d'appeler la société civile, et qui, manifestement à vos yeux, dès lors qu'ils ont été nommés dans un gouvernement, cessent d'être la société civile, puisque par définition, ce qui est d'ailleurs un problème un peu compliqué, parce que poser quelques exemples précis. Moi j'ai le sentiment, quand je parle avec Agnès Buzyn, ou lorsque je parle avec la Muriel, ministre de la Santé. La ministre de la Santé, ou avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, j'ai pas le sentiment de parler avec des gens qui ont un engagement politique ancien. J'ai le sentiment de parler avec des gens qui ont une expérience professionnelle, qui apportent cette expérience professionnelle à une équipe gouvernementale. Et je trouve ça plutôt réjouissant. Juste pour terminer... Et ces deux exemples ne sont pas les seuls au sein du gouvernement, comme vous le savez. D'accord. Pour terminer cette séquence, puisque j'étais frappé de vous entendre tout à l'heure faire presque une filiation entre le Sarkozy du début de la présidence de 2007... J'ai dit que je ne voulais pas utiliser le terme rupture. Je n'ai pas fait de filiation. Vous êtes suffisamment précis dans vos mots pour ne pas m'emmener sur ce terrain. Je n'ai pas fait de filiation. J'ai pas fait de filiation. J'ai indiqué... Pardon, mais soyons précis, Monsieur Plenel. J'ai indiqué qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait fait, alors qu'il était ministre sortant, si j'ose dire, campagne sur l'idée de la rupture. Et que cette idée de la rupture avait trouvé un écho très puissant dans l'électorat, à droite, c'est vrai, et dans une partie de la gauche, car d'une certaine façon, Ségolène Royal, qui était la candidate qui était opposée à Nicolas Sarkozy, avait elle aussi
elle aussi fait campagne sur une certaine forme de rupture. Le mot n'était pas là, je ne crois pas, mais l'idée était bien là. Rupture dans les méthodes, rupture dans la façon, entre guillemets, de faire de la politique. Ça avait été un des thèmes puissants de la campagne de 2007. Et je veux faire injure à personne en disant que la suite n'a pas été caractérisée par une rupture, ni dans les réformes de fond qui ont été mises en œuvre, ni même probablement dans la façon d'envisager l'action politique. Je trouve, et je le dis parce que je le vis comme cela, je trouve que le président de la République, en 2017, a été beaucoup plus loin que ce qui avait été simplement évoqué en 2007. Le choix d'aller chercher un Premier ministre qui n'a pas fait sa campagne, qui n'est pas issu de la famille dont lui-même vient, le choix d'ouvrir la composition du gouvernement à ce point, le choix d'aller chercher des candidats aux législatives qui ne sont pas, dans leur immense majorité, pas tous bien entendu, mais dans leur immense majorité, des responsables politiques partisans, des gens qui se sont engagés pour la première fois ou qui se sont engagés de cette façon pour la première fois. Tout ça, en termes de composition d'équipe, constitue à l'évidence une rupture. Combien de temps elle vit cette rupture? Combien de temps elle est perçue par les autres comme une rupture? C'est une bonne question, mais il est incontestable qu'elle constitue une rupture.